Chapitre 13. Autopsie d'un mystère. Dans ce chapitre, Lucie arrive à l'Institut médico-légal de Paris, un lieu empreint d'une atmosphère sombre et troublante, où elle se remémore sa première visite avec Franck. Le bâtiment, bien que situé dans un quartier agréable au bord de la Seine, est le théâtre de découvertes macabres, et Lucie ressent toujours une admiration pour son mentor, Charcot, qui a été son guide dans cet univers glaçant. À son arrivée, Lucie retrouve Nicolas, un jeune capitaine dont l'haleine trahit une consommation excessive de menthe. Il lui propose un déjeuner au Fénelon après l'autopsie, tout en faisant quelques remarques sur les rumeurs concernant leurs collègues. Ensemble, ils se dirigent vers la salle d'autopsie, où l'odeur nauséabonde des corps en décomposition les attend. Une fois dans la salle, ils rencontrent Paul Chenet, le légiste, qui a déjà commencé l'examen du corps de Julien Ramirez. Ce dernier présente des blessures horribles, des plaies béantes sur tout le corps, témoignant d'une violence extrême. Lucie ne peut s'empêcher de réagir face à l'horreur de la scène, et Nicolas, depuis la mort de Camille, lutte pour garder son calme en présence de la mort. Alors que Chenet procède à l'examen, il révèle la présence de sangsues, ajoutant une dimension encore plus répugnante à la découverte. Lucie et Nicolas sont horrifiés, mais ils restent professionnels. Chenet explique que Ramirez a été mutilé avec 21 coups de couteau, et il évoque les différentes scarifications qui ornent son corps, dont certaines semblent avoir été réalisées volontairement. Au fil des découvertes, Lucie et Nicolas prennent conscience que Ramirez a été victime d'un assassin qui voulait le faire souffrir, et qui connaissait bien sa victime. Les éléments trouvés sur le corps, comme les tatouages et les marques, laissent entrevoir une connexion avec des pratiques occultes, ce qui trouble encore plus Lucie. Elle se rappelle que la fille qui côtoyait Ramirez avait un look gothique, renforçant ses soupçons. Alors que l'autopsie se poursuit, Lucie est hantée par des réflexions sur son propre passé et sur Franck, qu'elle soupçonne d'avoir franchi des limites morales dans son enquête. Elle se remémore des souvenirs troublants de son partenaire, qui, dans sa quête de justice, pourrait avoir touché à des aspects sombres de sa personnalité. À la fin de l'autopsie, Chenet propose de suivre le dossier avec l'anapathie et la toxicologie, tandis que Nicolas exprime son inquiétude quant aux implications de cette affaire. Lucie, quant à elle, se sent de plus en plus perdue, réalisant que l'enquête pourrait les mener à des profondeurs qu'ils n'auraient jamais imaginées. Elle ressent une immense pression, consciente que des mois de travail acharné pourraient aboutir à des révélations dévastatrices. Le chapitre se termine sur une note d'incertitude, alors que Lucie, après avoir reçu des nouvelles de Charcot, se retrouve face à un dilemme moral. Les actions de Franck la hantent, et elle se demande si le chemin qu'il a choisi ne les rapproche pas davantage de leur propre obscurité. La tension monte, laissant présager que la quête de vérité les conduira sur un terrain dangereux, tant sur le plan professionnel que personnel. Chapitre 14. L'affaire Ramirez. Secret et sangsues. Dans ce chapitre, l'équipe de policiers dirigée par Magnin se réunit pour faire le point sur l'enquête concernant le meurtre de Julien Ramirez, un homme de 31 ans dont le corps a été découvert dans des circonstances troublantes. La réunion commence après une journée chargée, marquée par des recherches intensives, des analyses de dossiers et des échanges d'informations entre les membres de l'équipe. Le groupe est renforcé par des policiers du commissariat de Longjumeau, ainsi que par des agents spécialisés de différentes unités. Magnin, en tant que chef d'équipe, utilise un rétroprojecteur pour présenter des images de la scène de crime. Le corps de Ramirez a été retrouvé suite à l'abandon d'une Audi TT, et des sangsues ont été découvertes, indiquant un lien avec le tueur, surnommé Jacques, en référence à Jacques l'Éventreur. Ce choix de nom souligne la brutalité et la méthode perverse du crime. Les policiers examinent le profil de Ramirez. Robillard, l'un des enquêteurs, révèle que Ramirez avait un casier judiciaire chargé, avec des antécédents d'agression et de comportements violents associés à des actes satanistes. Bien qu'il ait disparu des radars depuis 2012, il semblait mener une vie calme en tant qu'auto-entrepreneur dans la décoration. L'équipe suspecte qu'il fréquentait une femme qui pourrait être essentielle à l'enquête, mais celle-ci a visiblement fui la scène du crime. Charcot, le légiste, fournit des détails horrifiants sur l'autopsie. Il explique que Ramirez a subi des blessures multiples, et que sa mort a été causée par une balle tirée dans la gorge, après une agonie prolongée due à des coupures infligées par des sangsues. Ces éléments laissent entrevoir la complexité du mode opératoire de Jacques et soulèvent des questions sur ses motivations. En fouillant la maison de Ramirez, l'équipe découvre une quantité importante de chaux vives dans la cave, ainsi que les cadavres de plusieurs chats enterrés, ce qui suggère un comportement macabre de la part du tueur. Cela amène l'équipe à réfléchir à la psychologie de Jacques et à ses possibles motivations liées à des rituels ou à des croyances. Magnin insiste sur l'importance de retrouver la femme qui a fui et de creuser davantage sur les éléments de satanisme associés à la victime. L'urgence de l'enquête est palpable, et Magnin ordonne à son équipe de se concentrer sur toutes les pistes possibles. La réunion se termine avec un sentiment de détermination,
alors que l'équipe se prépare à approfondir l'enquête et à découvrir les sombres secrets derrière cette affaire complexe et dérangeante. Chapitre 15. Poupette, symbole de souvenir. Dans ce chapitre poignant, Franck et Lucie rentrent chez eux à Sceaux après une longue journée de travail. À 20h30, ils retrouvent enfin leurs fils, Jules et Adrien, qui ont été pris en charge par Jaya, leur nourrice, qui leur a préparé le dîner et les a mis en pyjama. Franck ressent un profond regret de ne pas passer suffisamment de temps avec ses enfants, qui l'attendent avec impatience chaque matin et chaque soir. Cette prise de conscience le pousse à agir, et pour la première fois depuis longtemps, il décide de partager un moment spécial avec eux. Il emmène les jumeaux dans sa chambre et sort un circuit ferroviaire qu'il avait soigneusement rangé. Il dévoile une boucle de rails Rocco, légèrement poussiéreuse, mais pleine de souvenirs. Avec tendresse, il rappelle aux enfants qu'il leur avait déjà montré ce train lorsqu'ils étaient plus jeunes, en leur demandant de ne pas toucher, car cela a une valeur sentimentale pour lui. Les jumeaux sont émerveillés par ce décor miniature, qui comprend un tunnel, des vaches dans les champs et un passage à niveau. Franck s'active pour mettre en marche sa locomotive, qu'il a nommée Poupette. Après avoir ajouté un peu de carburant, Poupette s'anime à nouveau, rappelant à Franck des souvenirs d'innocence et de moments joyeux passés avec sa femme, Suzanne, et leur fille, qui ont toutes deux disparu tragiquement. Chaque tour de Poupette fait remonter des larmes qu'il tente de cacher, symbolisant son chagrin et son attachement à ses souvenirs. Les jumeaux s'interrogent sur ces larmes, et Franck essaie de dissimuler sa tristesse en les encourageant à regarder le train avancer. Cependant, après quelques tours, Poupette montre des signes de fatigue et s'arrête brusquement. Les jumeaux, déçus, souhaitent voir le train continuer à avancer. Malgré les efforts de Franck pour la réparer, sa locomotive refuse d'obéir. Bien qu'il promette aux enfants qu'il la réparera bientôt, la situation souligne la fragilité de ses souvenirs et de son bonheur. Plus tard, Franck couche ses fils et reste un moment dans le noir, écoutant leurs respirations apaisées. Ce moment de calme est contrasté par son inquiétude face à l'affaire criminelle en cours et les lourdes journées qui les attendent, lui et Lucie. Lorsqu'ils se retrouvent pour dîner, l'appétit leur manque, car leurs pensées sont accaparées par le travail et le mensonge qu'ils doivent porter. Ils s'endorment finalement sur le canapé, devant un téléfilm sans intérêt, alors qu'ils auraient dû se plonger dans les rapports de l'enquête. Leur sommeil est interrompu vers minuit par un coup de téléphone. Lucie sursaute, tandis que Charcot grogne, frustré. C'est un appel important pour Franck. En décrochant, il apprend que Bélanger, un collègue, est chez Ramirez et a trouvé quelque chose d'important. Lucie, inquiète, demande ce qu'il fait là à une heure si tardive, mais Franck n'a pas les réponses. Avant de quitter la maison, il se retourne, l'air grave, et partage avec Lucie une dernière inquiétude. Sa locomotive, Poupette, est tombée en panne pour la première fois en plus de 30 ans, symbolisant peut-être la fragilité de son monde et de ses souvenirs. Chapitre 16. Fresque de cauchemar. Dans ce chapitre, Franck Charcot se rend chez Ramirez, où il est rejoint par son collègue Nicolas Bélanger. Alors qu'ils explorent la scène, Franck ressent une profonde anxiété, se remémorant la réputation de Bélanger en tant qu'excellent policier, toujours à l'affût des détails. Ce dernier, avec son penchant pour le gothique, évoque des éléments liés au satanisme, notamment les rituels impliquant des chats noirs, sacrifiés pour invoquer le diable. Bien que Franck exprime son scepticisme, il ne peut ignorer les implications troublantes de ces révélations. En entrant dans la maison, il découvre un jardin ravagé par un bulldozer, et Franck note que les scellés ont été arrachés sans précaution, ce qui le met en colère. Nicolas lui remet des gants en latex et lui explique qu'il a contacté un collègue qui s'intéresse à la culture gothique. Il parle des rituels de sacrifice impliquant des animaux et des pratiques de dispersion de sang pour protéger les foyers des esprits malfaisants. Charcot commence à comprendre que Ramirez, même après plusieurs années en prison, n'a jamais abandonné ses croyances occultes. En examinant une pièce, Nicolas attire l'attention de Charcot sur des tags de motos et de voitures, qui semblent en contraste avec l'imaginaire sataniste. En ouvrant une porte, il découvre une fresque élaborée, représentant des monstres ailés en train d'arracher des victimes à leur famille. Parmi les visages représentés, Charcot identifie celui de Laetitia Charland, une jeune femme disparue, ce qui le plonge dans une réflexion troublante sur le passé et les victimes potentielles. La fresque, cachée derrière une tapisserie, évoque un autel sacrificiel, renforçant l'idée que Ramirez était profondément impliqué dans des pratiques occultes. Alors qu'ils explorent davantage la pièce, Nicolas trouve des cartes d'identité falsifiées portant le nom de Ramirez, ainsi qu'une chaîne rouillée qui suggère qu'un prisonnier aurait pu être retenu captif dans cet endroit. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante alors qu'il découvre un râtelier avec 13 éprouvettes contenant un liquide mystérieux. Charcot, inquiet, prend des photos de la fresque et des objets trouvés, tandis que des images de rituels et de sacrifices hantent son esprit. Les 13 points sur un calque,
Les scarifications sur la poitrine de Ramirez et les figures de la fresque se conjuguent pour dessiner un portrait troublant d'un culte sanguinaire. À la fin du chapitre, alors que Charcot éteint la lumière, la pièce plonge dans une obscurité glaçante qui laisse les deux hommes pétrifiés. Les rires des démons semblent résonner dans leur esprit, tandis que les questions sur le sort de Laetitia et les implications de leur découverte continuent de les hanter. Cette exploration des ténèbres révèle non seulement les atrocités passées, mais aussi le danger imminent qui les guette à mesure qu'ils s'enfoncent dans le mystère entourant Ramirez et son culte. Chapitre 17. L'appel du danger. Dans ce chapitre, Franck et Lucie se rendent au 36, le lendemain matin, avec une atmosphère lourde et pesante. Ils choisissent de prendre une seule voiture, leur visage trahissant leur état d'esprit, fatigués et abattus. Lucie a dû forcer sur le maquillage pour dissimuler les effets d'une nuit particulièrement éprouvante. Les souvenirs des images horrifiantes capturées par Charcot avec son téléphone hantent encore leur esprit. Des fresques grotesques représentant des scènes de violence, de guerre et d'orgie, qui soulèvent des questions sur les intentions de Ramirez. Tout au long du trajet, Franck insiste sur l'importance de se soutenir mutuellement et sur la nécessité de ne jamais prononcer le nom de Laetitia Charland. Pour eux, elle représente un point faible, et un simple lapsus pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pourtant, malgré leur détermination à l'oublier, le besoin de retrouver Laetitia, peut-être encore vivante, brûle en eux. Lucie, en particulier, ressent la pression de son devoir de flic, désireuse de résoudre cette énigme pour apaiser sa conscience. À leur arrivée au bureau, une ambiance d'excitation règne. Les premiers jours d'une enquête sont toujours comparés à une chasse, où ils se retrouvent dans le rôle du gibier. Les informations affluent des différents services, et l'énergie collective est palpable. Franck et Lucie placent chacun une photo de leur fils sur leur bureau, symbole de leur pacte silencieux et de la motivation qui les pousse à avancer malgré les difficultés. La situation prend un tournant inquiétant lorsque Robillard annonce qu'il a obtenu le retour ADN sur un bulbe de cheveux trouvé dans le lit de Ramirez. Bien qu'il s'agisse de cheveux féminins, l'absence d'informations dans le FNAG laisse un goût amer. La fille aux menottes est toujours introuvable. Alors que les membres de l'équipe s'affairent, Franck observe avec une méfiance croissante, conscient que le moindre détail pourrait compromettre leur enquête. Le véritable choc survient à 10h40, lorsque Nicolas reçoit un appel du balisticien. Charcot, en entendant les échanges, réalise que son intuition l'a toujours prévenu d'un élément crucial oublié depuis cette nuit-là. Une histoire de douille liée à l'arme du crime. Les hésitations et la complexité de la situation l'angoissent. Lorsque Nicolas évoque la gendarmerie et note un numéro de téléphone, Franck sent son cœur s'arrêter. Il échangeait un regard inquiet avec Lucie, conscient que ce qui semblait être un simple oubli pourrait être une grave erreur. Les caractéristiques des munitions retrouvées indiquent que le pistolet utilisé pour tuer Ramirez a également servi dans deux autres affaires. La première, un braquage dans une supérette, évoque un passé criminel dont ils doivent maintenant faire le lien avec leur enquête actuelle. L'autre affaire, encore mystérieuse, pourrait les mener plus près de la vérité sur Ramirez et les implications sombres qui en découlent. L'atmosphère devient de plus en plus tendue, alors que Franck et Lucie réalisent qu'ils sont sur le point de plonger plus profondément dans un monde de violence et de secrets inavouables. Chapitre 18. Sous les marches du château d'eau. Franck Charcot et Nicolas Bélanger se dirigent vers Louz, un petit village à une trentaine de kilomètres d'Auxerre, à bord d'une 306 de la police nationale. Tandis que la nature environnante affiche des couleurs apaisantes en ce début d'automne, Charcot ressent un profond malaise, conscient que la piste qu'ils suivent pourrait les plonger dans un cauchemar. Leur relation, déjà tendue par le poids de leurs expériences respectives, est marquée par une distance croissante qui rend la communication difficile. Après avoir quitté l'autoroute A6, Nicolas finit par localiser un ancien château d'eau où ils doivent rencontrer le capitaine Jacques Sausset de la gendarmerie. À leur arrivée, ils entament un échange formel, et Sausset leur explique que les balles et douilles retrouvées sur les deux scènes de crime correspondent à la même arme, établissant ainsi un lien crucial entre leurs enquêtes respectives. Charcot, en silence, réfléchit à la tragédie de voir des collègues bâtir des hypothèses sur de fausses bases. Le capitaine Sausset partage l'historique de l'arme, un HKP-30, utilisé lors d'un braquage en 2010, dont la trace s'est depuis perdue. Alors qu'il s'approche du château d'eau, Charcot ressent une angoisse croissante en voyant l'état de délabrement du bâtiment, symbole d'un crime qui a laissé des marques indélébiles. À l'intérieur, il découvre que la victime a été retrouvée là, dans des conditions horribles. Les détails de son meurtre, révélés par les photographies, sont alarmants. La victime a été torturée, dénudée, et son corps présente des marques de violence. Charcot se souvient des antécédents de Ramirez, qui avait lui-même montré une fascination pour le sang et la torture. Les membres de l'équipe réalisent que l'assassin a agi avec une précision chirurgicale, en vidant le corps de son sang avec des méthodes raffinées.
Les discussions révèlent que les deux victimes semblent appartenir au même groupe, potentiellement liés à des cultes occultes. Les preuves suggèrent que l'assassin possède des compétences médicales, ce qui soulève des questions sur son identité et ses motivations. Charcot commence à établir des connexions entre les différents éléments de l'enquête, tout en se demandant comment Laetitia, une autre victime potentielle, pourrait être impliquée. En quittant le château d'eau, Charcot et ses collègues s'engagent à mutualiser leurs efforts pour résoudre cette affaire complexe. Malgré la gravité de la situation, Charcot prend un moment pour réfléchir à sa propre vie, réalisant que, bien que la recherche d'un tueur soit difficile, il est satisfait que Lucie ait éliminé une menace. Le chapitre se termine sur une note d'incertitude, alors que Charcot continue de s'interroger sur les motivations de l'assassin et le sort de Laetitia, laissant présager des développements futurs dans cette enquête sombre et troublante. Chapitre 19. Lien sanguin. Dans ce chapitre, l'équipe de police se réunit en fin d'après-midi pour faire le point sur l'enquête en cours, qui prend un tournant dramatique. Les enquêteurs découvrent que 2 meurtres violents survenus à moins d'un mois d'intervalle sont reliés par un seul lien fragile. Une balle et une douille de 9 mm provenant de la même arme, un HKP-30. Cette découverte soulève des inquiétudes quant à l'éventualité d'une série de meurtres, laissant présager qu'un tueur unique pourrait être à l'œuvre. Les policiers s'interrogent sur les motivations du meurtrier et se demandent s'il pourrait frapper à nouveau. Le chef de l'équipe passe en revue les notes sur un grand tableau, mettant en lumière les similitudes entre les deux affaires. Les victimes, toutes 2 jeunes hommes, ont subi des tortures avant de mourir, et les détails des meurtres révèlent des schémas troublants. Nicolas, un membre de l'équipe, évoque des éléments de preuve supplémentaires, comme des scarifications et un tatouage en forme de croix, qui font écho à un précédent meurtre lié à un certain Ramirez. La discussion se concentre sur un groupe mystérieux appelé « Prêt MEV », dont les membres semblent liés au meurtre. Malgré des recherches approfondies dans des forums satanistes et d'autres sources, Robillard, un autre enquêteur, ne trouve aucune référence à ce groupe, renforçant le mystère qui entoure cette affaire. Magnin, le chef, présente les documents relatifs à l'affaire, incluant des rapports d'autopsie et des analyses balistiques. Il souligne les différences entre les 2 meurtres. L'un a eu lieu chez la victime, tandis que l'autre a été soigneusement dissimulé dans un endroit isolé. Charcot, un enquêteur clé, note une évolution dans le modus operandi du tueur, suggérant qu'il pourrait y avoir une motivation personnelle derrière ces crimes. Les enquêteurs continuent d'explorer le passé de Ramirez, l'une des victimes, et découvrent qu'il n'avait pas d'abonnement téléphonique à son nom, utilisant plutôt une carte prépayée. Ils contactent également une femme qui avait été agressée par Ramirez, mais celle-ci ne peut fournir que peu d'informations. Cependant, elle révèle que Ramirez avait été hospitalisé en psychiatrie avant son agression, ce qui suscite l'intérêt des enquêteurs. Au cours de la réunion, il est établi que Ramirez avait un bon niveau de vie, mais ses finances semblent cachées. Il avait un abonnement Internet qu'il a résilié il y a 3 ans, ce qui renforce l'idée qu'il cherchait à ne laisser aucune trace. Alors que l'enquête progresse, Charcot se concentre sur une substance trouvée sur les victimes, l'essence de térébenthine. Il découvre que cette substance est associée à des travaux de nettoyage dans le milieu professionnel, ce qui pourrait indiquer un lien avec le tueur. Charcot reçoit un appel d'un vétérinaire qui a examiné des chats morts, trouvés vidés de leur sang, suscitant des interrogations sur l'implication potentielle de Ramirez dans cette affaire. Le vétérinaire révèle également que les chats proviennent de la SPA de Gennevilliers, ce qui soulève la possibilité d'une connivence dans la fourniture des animaux. Charcot décide de se rendre à la SPA le lendemain matin pour enquêter plus avant sur cette piste. La tension monte alors que Charcot et Lucie, une autre membre de l'équipe, se retrouvent seuls dans la voiture. Lucie, hantée par les événements, se demande si la fille aux menottes pourrait être impliquée. Charcot, restant mystérieux, révèle finalement qu'il a des projets pour l'avenir. Dans un moment de tendresse, il lui demande de l'épouser, ajoutant une note d'espoir au milieu du chaos et de l'incertitude de leur enquête. Ce chapitre met en lumière les liens complexes entre les personnages, les enjeux émotionnels et les mystères qui entourent les meurtres. Chapitre 20. Sur les traces du tueur. Dans ce chapitre, Nicolas se retrouve seul dans les bureaux du 36, quai des Orfèvres, profitant du calme de la nuit pour contempler les bords de Seine. Alors que la ville s'endort, il est envahi par ses pensées concernant l'enquête sur les récents meurtres violents. 2 corps ont été retrouvés, chacun portant les marques de torture. Les victimes semblent liées à un groupe mystérieux, Prêt MEV, et Nicolas s'interroge sur les raisons qui ont poussé l'assassin à infliger de telles souffrances. Nicolas se concentre sur un calque trouvé dans une trappe, qui contient 13 points qu'il tente de relier mentalement, espérant découvrir un dessin caché. Sa réflexion le ramène à une fresque dissimulée derrière une tapisserie, où il avait observé des diables, mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à établir de lien concret. Perdu dans ses pensées,
Il se remémore ses années dans l'équipe, sa montée en grade et son éloignement progressif de ses amis. En regardant par la fenêtre, il aperçoit un couple se blottir l'un contre l'autre au bord du fleuve, ce qui ravive en lui la douleur de la perte de Camille. Nicolas n'a pas eu de relation amoureuse depuis 2 ans et se compare à des animaux qui se laissent mourir après la perte de leur partenaire. Alors qu'il observe le fleuve, une idée jaillit. Il se dirige vers une carte de France accrochée au mur et trace mentalement un lien entre Paris et Marseille via l'autoroute A6, pointant Longjumeau et le château d'eau. Les 2 meurtres ont eu lieu à proximité de cette autoroute, ce qui soulève des questions sur les déplacements de l'assassin. Nicolas ressent une montée d'adrénaline à l'idée d'avoir peut-être trouvé une piste. Il consulte son calendrier pour vérifier que le 31 août, jour du meurtre, était un lundi, et il se demande si l'assassin aurait pu utiliser la 6 pour fuir. Ce chemin pourrait expliquer pourquoi les gendarmes n'ont pas exploré cette option. Pour approfondir ses recherches, Nicolas se rend aux toilettes, où il utilise un couteau suisse pour se droguer avec de la cocaïne, espérant ainsi aiguiser son esprit. Il décide de partir vers Lyon sans prévenir personne, frustré par les lenteurs administratives de l'enquête. À son arrivée à la station d'autoroute de Sepaux, il rencontre un employé à la mine fatigué, qu'il persuade de lui permettre de consulter les photos des caméras de surveillance. Nicolas explique qu'il a besoin des données pour une enquête urgente, utilisant son statut de policier pour contourner les procédures habituelles. L'employé, un peu hésitant, finit par accepter. Une fois devant l'ordinateur, Nicolas accède aux archives des caméras, cherchant des véhicules ayant franchi le péage entre 21h et 3h le 31 août. Il découvre que 2407 véhicules ont traversé le péage dans un sens, tandis que 198 véhicules l'ont fait dans l'autre. En affinant sa recherche, il réduit le nombre de plaques à 22 en prenant en compte l'heure du meurtre. À force de concentration, Nicolas remarque une plaque au format ancien, 6789 XG91, qui attire son attention. Immatriculée dans l'Essonne, elle a été enregistrée à 23h14. Il réalise que cette plaque pourrait appartenir à l'assassin. Après avoir passé un coup de téléphone à son collègue Jacques pour obtenir plus d'informations sur cette immatriculation, il se rend compte que c'est la camionnette de Julien Ramirez. La tension monte alors que Nicolas se prépare à faire avancer l'enquête, conscient que chaque détail pourrait le rapprocher de la vérité. Ce chapitre illustre la détermination de Nicolas à résoudre l'affaire, malgré ses luttes intérieures et les conséquences de son passé.